Bonjour à tous et bienvenue à Mission Midget 3, notre balado-diffusion traitant du hockey Midget 3 à travers le Québec. Bienvenue à ce 16e épisode de la saison déjà. Nous sommes le 10 mars 2020 et les séries éliminatoires sont déjà commencées dans la Ligue de hockey Midget 3A depuis une semaine maintenant. On a eu une première ronde où il y a eu quand même beaucoup d'actions et quelques surprises. On va en reparler dans quelques minutes de cette première ronde des séries qui a eu lieu. Le temps de vous dire que cette semaine, on recevra Mike McClure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame, qu'on avait reçu il y a quelques semaines au début du mois de janvier. On lui parlera cette semaine parce que les Albatros vont commencer leur parcours en séries éliminatoires, eux, dans les prochaines heures. Eux qui ont été en congé en première ronde des séries parce qu'ils avaient remporté le Challenge Budget 3. Alors, c'était la seule équipe en congé en première ronde. On va pouvoir parler avec Mike un peu de comment il a vécu cette semaine de congé inattendue au début de la saison, on va le dire ainsi, qu'ils ont eu finalement. On parlera également à Guillaume Latendresse, président des Riverains du Collège Charlemagne, qui a eu un nouveau défi cette saison puisqu'il a délaissé un peu le côté coaching, laissé sa place à Steve Larouche, qui était entraîneur-chef des Riverains cette année, mais Guillaume s'occupait davantage de la présidence et de la gestion des riverains. Alors, on va pouvoir lui en parler dans quelques minutes également sur l'entrevue que j'ai réalisée avec lui il y a quelques semaines. Alors, comme je vous en parlais, c'est le début des séries éliminatoires dans le circuit. Il y avait 7 séries de première ronde qui ont eu lieu la semaine dernière. C'est des séries 3 de 5, tout comme ce le sera également en deuxième ronde. Il y a 4 séries sur 7 d'abord qui ont été terminées en 3 parties, soit le minimum requis. Évidemment, c'est des séries où l'avantage des équipes favorisées était très grand. L'écart de points était parfois très grand également. Alors, Magog a battu les Riverains du Collège Charlemagne justement 3-0. Lévis a battu le Collège Esther Blondin 3-0, ce qui a sonné la fin officielle de Paulin Bordelot, entraîneur-chef des Phoenix du Collège Esther Blondin depuis maintenant presque 10 ans. Il a officiellement terminé son mandat avec les Phoenix avec ce revers contre Lévis. Laval-Montréal a battu Amos 3-0 et Châteauguay a battu Jonquière 3-0. Alors déjà, ces 4 séries-là, ça n'a pas été très très long, mais il y avait quand même quelques choses intéressantes que je voulais vous mentionner par rapport à ces séries. D'abord pour les cantonniers de Magog, champion de la saison régulière et double champion en titre des séries, faut-il le rappeler. Imaginez, c'est une 9e série de suite remportée par les cantonniers. Ça égale un record de la Ligue qu'ils pourront battre à la prochaine ronde. Ils ont gagné 4 rondes en 2018, 4 rondes en 2019 et là, une ronde en 2020. Ça fait donc 9 rondes de séries remportées consécutives. C'est un record qu'ils partagent avec les Grenadiers de Châteauguay qui avaient remporté 4 rondes en 2014, 4 rondes en 2015 et une ronde en 2016 pour 9 rondes également. Ils ont aussi remporté, les cantonniers, leurs 13 derniers matchs à domicile en série, ce qui est assez impressionnant en soi. Ça aussi, le record est de 14 et il appartient au Collège Charlemagne et au Chevalier de Lévis, qui l'avait fait là, en 2002-2003 pour le Collège Charlemagne et en 2005-2006 pour Lévis. Magog a gagné 3 matchs à domicile en 2018, ensuite 8 de suite en 2019 et maintenant 2 en 2020. Ça fait donc 13 matchs de suite remportés. C'est un record qu'ils pourront battre dès les premiers matchs de leur série en deuxième ronde. À l'inverse, les Forestiers d'Amos qui avaient peut-être plutôt mal terminé la saison régulière avec plusieurs défaites consécutives. Ils ont égalé un triste record des séries éliminatoires en perdant un 18e match de suite en séries éliminatoires. La dernière victoire des Forestiers remonte à 2015, le premier match de leur série qu'ils avaient disputé à l'époque contre les Vikings de Saint-Eustache. Depuis ce temps, ça a été 18 défaites de suite, 3 en 2015, en 2016, en 2017, en 2018, en 2019 et maintenant en 2020 également contre Laval-Montréal. Alors, je dirais que les Forestiers tenteront l'an prochain d'arrêter après quelques années d'insuccès en séries éliminatoires, même si tout n'est pas à jeter quand même pour la saison des Forestiers parce qu'ils ont eu de bons moments cette année. Ils ont fait un beau progrès avec l'entraîneur-chef Guillaume Bissaillon qui était là également. Malheureusement pour eux, ça s'est terminé plutôt rapidement contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal, champion de leur section, eux, le Rousseau Royal, et qui l'ont emporté donc dans cette première ronde. Les équipes suivantes ont aussi d'autres séquences d'insuccès en série, outre les Forestiers là, que je voulais vous mentionner. Les Riverains du Collège Charlemagne, 13 défaites de suite en série, ça remonte quand même à 2017. Et les Phoenix du Collège Esther Blondin, 10 défaites de suite en série, ça aussi, ça remonte à 2017. Alors, ça fait quand même quelques séquences qu'on voudra changer pour la prochaine année. Le résultat le plus surprenant, je pense, dans ces 4 séries qui ont fini 3-0, c'est celui entre Châteauguay et Jonquière. C'était l'équipe numéro 5 contre l'équipe numéro 10. 5 pour Jonquière et 10 pour Châteauguay au classement général qui s'affrontaient. Et c'est finalement donc l'équipe numéro 10 qui va l'avoir remporté en 3 rencontres. Ça a quand même été une série plus serrée qu'il n'y paraît. Le troisième match a été vraiment dominé par les Grenadiers avec une victoire
facile de 7-1. Mais les deux autres matchs ont été très serrés, notamment le deuxième match où Châteauguay l'a emporté de justesse 1-0. On a eu de bonnes performances de leur gardien Jasmin Simon, qui a été le meilleur gardien de la première ronde des séries, sans aucun doute, avec seulement 2 buts alloués en 3 matchs. Alors, grâce à une belle performance de la défense et du gardien des Grenadiers, on a pu battre les élites de Jonquière, qui ont été une bonne formation quand même cette année et qui avaient eu beaucoup de succès et qui entamaient les séries au 5e rang du classement général, mais qui ont donc vu leur parcours s'arrêter plutôt rapidement. Sinon, les Lions du Lac-Saint-Louis ont battu l'Intrépide de Gatineau 3-1. Une série qui s'est terminée en 4 matchs, dont une victoire en prolongation. Les Lions du Lac-Saint-Louis, on en avait parlé, comment c'est une équipe qui, en série, réussit toujours à élever son jeu depuis quelques années. Et on l'a vu encore une fois contre Gatineau, qui était un adversaire plutôt semblable à eux. C'est la série qui opposait l'équipe numéro 7 et l'équipe numéro 8 au classement général. Et ce sont les Lions du Lac-Saint-Louis qui l'ont emporté finalement. Et finalement, on a eu besoin de 5 matchs pour régler 2 autres séries. D'abord, Saint-Eustache a battu Trois-Rivières en 5 rencontres, dont une victoire de 3-0 dans le dernier match, le match numéro 5, qui était à Trois-Rivières. Victoire de 3-0 de Saint-Eustache, une belle performance du gardien Mathis Rousseau, qui a réussi un jeu blanc de 33 arrêts, alors que le parcours des Estacades et de Tristan Luneau s'arrête donc maintenant. Tristan Luneau, on va pouvoir voir encore à quelques occasions, là, notamment avec la Coupe Dodge qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Mais la saison du possible premier choix du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, c'est donc terminé peut-être un peu plus rapidement qu'on aurait pu le prévoir dans le cas des Estacades, qui ont eu aussi de bonnes performances dans les dernières années en série, mais qui cette année ont été battus par les Vikings de Saint-Eustache. L'autre série qui s'est terminée en 5 matchs a été remportée par les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont causé une surprise en battant le Blizzard du séminaire Saint-François. Les Gaulois qui ont eu 3 excellents matchs lors des 3 victoires qu'ils ont eues, marquant 18 buts dans ces 3 victoires contre 5 alloués. Alors l'équipe haute de la Coupe TELUS signe donc une victoire là, vraiment importante pour eux. On avait hâte de voir comment ils réagiraient en séries éliminatoires parce que, évidemment, ce qu'on ne souhaite pas dans ce genre de situation, c'est d'avoir une pause de 6 ou 7 semaines d'inaction pour les Gaulois qu'on aurait eu si on avait été battu en première ronde. Là, au moins, on gagne du momentum en ayant battu une excellente formation, le Blizzard du séminaire Saint-François. Cette victoire des Gaulois et la surprise de la première ronde, il n'y a pas de doute là-dessus parce que le Blizzard avait terminé quand même au 4e rang du classement général. On en avait parlé en fin de saison. Il comptait sur 4 des 6 meilleurs marqueurs du circuit cette année et les Gaulois ont réussi quand même à les battre. Le Blizzard qui a marqué des buts dans les 2 victoires qu'il a eues, mais dans les 3 défaites qu'on a encaissées, on n'a pas nécessairement réussi à marquer beaucoup de buts. Une fois 1 but et 2 fois 2 buts dans ces 3 défaites. Alors l'attaque du Blizzard qui a été contenue par les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui ont fait du bon travail dans cette première ronde et qui vont donc accéder à la 2e ronde des séries éliminatoires. On verra jusqu'où ils pourront se rendre, eux, en séries éliminatoires, mais on sait d'ores et déjà qu'ils seront là à la Coupe TELUS du 20 au 26 avril prochain. Alors, l'équipe de Marc-André Gronda qui voudra assurément prolonger le plus longtemps possible ces séries éliminatoires et se rendre, même si possible, jusqu'à la grande finale pour avoir le moins de repos possible entre les deux, entre la fin des séries éliminatoires dans la Coupe Jimmy Ferrari et la Coupe TELUS qui sera présentée dans leur ville à Saint-Hyacinthe. Parlons justement de cette Coupe TELUS, je vous mentionne quand même entre parenthèses, qu'il y a quelques jours, en fait lundi, hier, on a réalisé une conférence de presse à Saint-Hyacinthe où l'entraîneur-chef des Gaulois, Marc-André Gronda, était présent et le comité organisateur de la Coupe TELUS était présent aussi pour officiellement lancer la vente de billets de l'édition 2020 de la Coupe TELUS, une vente de billets qui a été lancée dans les dernières heures et qui est maintenant disponible pour tout le monde si vous voulez vous procurer vos billets pour cet événement historique qui sera présenté à Saint-Hyacinthe. La Coupe TELUS qui ne vient au Québec qu'une fois aux 5 ans. La dernière fois, ça avait été en 2015 à Rivière-du-Loup. Les Grenadiers de Châteauguay avaient été battus en finale à l'époque par les Young Nationals de Toronto. Mais cette année, cet événement sera de retour au Québec et ne le sera pas ensuite avant 2025. Alors, s'il y a des gens qui veulent aller voir ça, cet événement-là, ça va être un beau tournoi de hockey. C'est un tournoi qui est tellement exigeant et tellement difficile à remporter. Au cours des prochaines semaines, on va pouvoir en parler de plus en plus de cette Coupe TELUS qui va approcher avec les séries éliminatoires qui vont continuer au cours des prochaines semaines. Je vous mentionne en terminant sur la fin de la première ronde que je vous ai parlé, William Blackburn des Lions du Lac-Saint-Louis a été le meilleur individuellement en première ronde avec 9 points, 6 buts et 3 passes en 4 matchs. Et chez les gardiens, comme j'en avais parlé il y a quelques instants, Jasmin Simon des Grenadiers de Châteauguay a été le meilleur avec seulement 2 buts alloués
en 3 matchs, une moyenne de buts alloués de 0,67 dans ces 3 rencontres. Il sera assurément en confiance pour amorcer la deuxième ronde. Pendant ce temps, Thomas Couture des Chevaliers de Lévis a lui aussi été excellent avec 3 buts alloués seulement en 3 matchs dans les 3 victoires des Chevaliers qui ont, eux, remporté leur série dans le minimum des 3 matchs pour accéder à la prochaine ronde. Justement, cette prochaine ronde, parlons-en maintenant un peu sur les 3 de 5 qui vont commencer. On aura les affrontements entre les Albatros du Collège Notre-Dame et les Cantonniers de Magog, les Gaulois de Saint-Hyacinthe contre les Chevaliers de Lévis, les Grenadiers de Châteauguay contre le Rousseau Royal de Laval-Montréal et les Lions du Lac-Saint-Louis contre les Vikings de Saint-Eustache seront nos 4 affrontements pour la deuxième ronde. C'est donc les 8 équipes finalistes qui restent donc dans cette saison 2019-2020. Au classement général, on regarde donc l'équipe 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11 et 15. Alors oui, l'équipe 1, 2, 3 est toujours présente, mais on voit également que les équipes de deuxième portion du classement général sont en deuxième ronde des séries. Et ça, c'est ce qu'on voit à chaque année. C'est vraiment pas différent cette année. Chaque année, on nous propose plusieurs surprises en séries éliminatoires. Et la Ligue Midget 3, c'est pas une ligue nécessairement où les 4 meilleures équipes se rendent en demi-finale. À chaque année, on a des surprises. Et là, d'ailleurs, on est déjà certain qu'en demi-finale, il y aura au minimum une équipe là, entre 7 et 15 qui sera présente parce qu'il ne reste que l'équipe 1, 2 et 3. Les équipes 4 et 5 ont déjà été éliminées. 4, 5 et 6 même ont déjà été éliminées. Alors, il y aura une équipe qu'on n'attendait pas nécessairement en demi-finale qui sera là, c'est certain. Pour ces demi-finales, ce sera à voir quelle équipe ce sera et s'il y aura plus qu'une surprise, mais on en aura assurément au moins une. Avant de passer à mon invité, je voulais vous mentionner en terminant qu'on a annoncé dans la dernière semaine que le Gala des champions aurait lieu le dimanche 3 mai prochain au Palace de Laval, comme c'est le cas depuis de nombreuses années maintenant. C'est un gala où on va honorer différents méritants de la dernière saison. Et au cours des prochaines semaines, dans nos épisodes de Mission Midget 3, je pourrai vous dévoiler petit à petit quelques nominés pour certains trophées qui vont être confirmés dans les prochaines semaines. Et puis, chaque semaine, on pourra en reparler un peu de quelques nominations supplémentaires qu'il y aura. Et ça culminera également à la fin du mois de mars lorsqu'on annoncera les personnalités qui seront introduites au temple de la renommée de la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Alors voilà, ça fait le tour un peu et je me tourne maintenant vers mon invité qui est avec moi, Mike McClure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame. Salut Mike, ça va bien? Salut Jasmin, ça va toi? Oui, ça va bien, merci Mike. Merci d'être avec nous. On s'est parlé il y a quelques semaines à Mission Midget 3A, mais j'ai envie de te reparler maintenant parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le camp des Albatros depuis ce temps-là. Et d'abord, j'aimerais ça que tu me parles de votre fin de saison, les 6-7 dernières semaines. Ça n'a peut-être pas été au niveau des résultats, le résultat que tu aurais souhaité, mais comment tu qualifierais cette fin de saison pour vous? Pour moi, c'est une bonne fin de saison. On a fait jouer tous nos joueurs. Tout le monde a joué dans toutes les situations. Fait qu'on s'est développé de ce côté-là. On n'a pas de joueurs qui sont frustrés par rapport à leur rôle. Tout le monde se sent impliqué au sein de l'équipe. Je te dirais qu'au mois de février, là, pendant un moment, on a eu besoin d'aller chercher un peu de motivation. On savait qu'on allait passer en deuxième ronde. On se battait pas pour jouer telle ou telle équipe. Fait qu'il fallait aller chercher de la motivation de ce côté-là. Mais là, maintenant, là, c'est vraiment revenu là, avec l'opportunité qu'on a là, de jouer Magog en deuxième ronde. Justement, on va en parler tout de suite de cette deuxième ronde. C'est le vif du sujet dont je voulais le plus te parler. Vous avez eu un laissez-passer en première ronde parce que vous êtes l'équipe qui a gagné le Challenge Midget 3. Ça vous a donc confirmé une place en deuxième ronde. Comment tu as vécu d'abord la dernière semaine qui vient de se passer où tu as vu toutes les équipes de la Ligue jouer l'une contre l'autre, mais du côté des Albatros, vous étiez en congé cette semaine. Comment tu as géré cette semaine-là? Je te dirais que ça nous a fait du bien. On a retourné les joueurs par chez eux parce qu'il faut savoir là, à Rivière-du-Loup, on a beaucoup de joueurs en pension, donc ça leur a fait du bien là, de revoir leur famille, de prendre 3-4 jours là, de repos, autant pour se reposer là, mentalement que physiquement. Jeudi, on est revenu à l'entraînement, puis dimanche soir, on a conclu là, avec une partie contre notre équipe Midget Espoir ici pour recréer le plus possible des situations de partie, enlever la rouille qui aurait pu s'installer pendant une semaine et demie. Puis là, aujourd'hui, là, on est à Québec pour éviter la mauvaise température qu'il y a dans notre coin pour arriver prêt là, contre Magog ce soir. Il y a souvent deux écoles de pensée avec les semaines de congé en séries éliminatoires. Il y a des gens qui disent que ça peut faire perdre du momentum, alors que d'autres peuvent dire que ça permet, comme tu en as parlé un peu, de se refocuser, de se recentrer un peu. Toi, est-ce que tu avais peur un peu de cette semaine de congé-là pour ton équipe? Comment tu l'as abordé? Je te dirais que non, on n'avait pas peur. Ça fait du bien, là. On avait un mois de février qui était chargé côté partie avec les tempêtes qu'il y a eu. On a eu des semaines de trop parties. Fait que moi, je le vois d'un côté positif.
Puis c'est sûr que plus que les séries vont avancer, plus que ce repos-là va être bénéfique, là, parce que c'est un mois de mars qui est vraiment chargé pour toutes les équipes midget 3. Donc, d'avoir tous nos joueurs en santé, on sait que c'est une facette qui est importante dans les séries éliminatoires. Ça nous a aidé. Là. C'est du positif. Ça ne sera pas une excuse si jamais on n'a pas les résultats escomptés. Si jamais on se tourne vers cette série que vous allez avoir, justement, parle-moi un peu du défi que représentent les Cantonniers de Magog, champions de la saison régulière, double champion des séries. C'est toute une machine de hockey que vous allez affronter dans les prochaines heures. On affronte une culture qui est forte là, avec Magog. C'est une dynastie, là, si on peut appeler ça de même. 3 finales des 4 dernières années. Magog, pour cette année, là, un peu moins de punch offensif que par les dernières années là, avec des Patrick Gay, des Justin Robida, mais ont 4 trios équilibrés, très bien défensivement. Leurs unités spéciales sont capables de faire mal. Je pense qu'il y a une moyenne de 45% et plus la semaine passée contre CCL. Donc, on veut se tenir loin du cachot, ça c'est sûr. Mais on est confiant en nous. Là. On sait qu'on est capable de rivaliser contre eux. On a 2 équipes qui ont des identités semblables. Pour moi, je crois que c'est des identités que des équipes championnes, là, dans le sens que des équipes qui ont du caractère, qui sont unies, qui vont aller à la guerre là, pour le gars qui est à gauche de eux, à droite de eux. Ça va faire une série qui va être longue, d'après moi. Ça va être une série qui va être excitante là, pour les amateurs. Évidemment, quand on regarde le classement, vous allez commencer cette série en tant que négligé par rapport au classement général. Toi, est-ce que tu le vois comme une motivation supplémentaire pour ton équipe que tu vas pouvoir te servir un peu comme ça a été le cas au Challenge Budget 3 en décembre, de dire personne ne nous attend dans cette série-là, c'est à nous de leur montrer qu'on est capable de faire mal? Non, mais c'est sûr qu'on s'en sert. Ça a ses avantages aussi d'être négligé parfois, dans le sens que les attentes sont moins élevées envers nous, la pression est de leur côté. Ils ont le poids des 4 dernières années là, de la dynastie d'être capable de perpétuer cette tradition-là. Eux, ils ont cette pression-là. Nous, on arrive avec aucune pression. Fait que c'est sûr qu'on se sert de ce côté-là. Puis c'est sûr qu'on se sert aussi, là, tu l'as mentionné là, d'entrée de jeu, des autres séries qui se sont passées là, en première ronde, là, il y avait beaucoup de négligés, que c'est eux qui ont réussi à gagner leur série. Donc, on se sert de ça. Puis on veut créer le doute le plus tôt possible là, dans la tête des Cantonniers de Magog. Toi, personnellement, Mike, tu as une histoire particulière un peu avec les Cantonniers. Tu connais beaucoup des joueurs de l'équipe des Cantonniers. Tu es originaire de cette région-là. Tu les as dirigés au fil des dernières années, 17 des 20 joueurs, si je ne me trompe pas, de cette équipe-là. Parle-moi un peu de cette série qui va être particulière, personnellement, pour le coach. Comme que je mentionne avec mes adjoints, là, Christian Caron, directeur général, là, on ne peut pas en faire une affaire personnelle, mais c'est sûr que c'est spécial que ma première série à vie là, dans le Midget 3, ce soit contre mes anciens joueurs, là, contre les Cantonniers de Magog. Mais c'est pas quelque chose avec lequel je vais motiver les joueurs. L'avantage qu'on a, c'est je les connais bien, je sais c'est quoi leur force, je sais c'est quoi leur faiblesse, je sais dans qu'est-ce qu'ils aiment jouer, dans qu'est-ce qu'ils aiment moins jouer. Mais à l'inverse, les autres aussi me connaissent. Puis au final, la différence, c'est les joueurs qui vont être sur la glace. Là. Moi, je bloquerai pas de shot, je ne scorerai pas de but là, pendant cette série-là. Mais c'est sûr que ça va être très spécial là, d'être de l'autre côté. Puis, j'ai une école de hockey à Sherbrooke pendant l'été, mais c'est sûr que ces joueurs-là viennent à l'école de hockey, donc moi j'aimerais ça que ce soit moi qui puisse les écœurer un peu avec ça pendant l'été, puis c'est pas eux. Oui, parce que tu vas les revoir cet été, ces joueurs-là, c'est certain. Mike, on le sait depuis quelques semaines quand même que les Cantonniers allaient terminer au premier rang du classement général. Vous saviez que vous alliez avoir une semaine de congé. Bon, c'était pas certain que ça allait se dessiner comme ça se dessine présentement, mais est-ce que tu l'as en arrière de la tête depuis longtemps quand même, cette possibilité d'affronter les Cantonniers en première ronde pour les Albatros, mais en deuxième ronde, véritablement pour les autres équipes? Ben, c'est sûr que depuis qu'on a gagné le challenge, là, qu'on savait qu'on allait passer directement en deuxième ronde, puis qu'on voyait l'écart qui séparait les Cantonniers là, des Chevaliers de Lévis. C'est sûr que ça commençait à germer là, dans ma tête où on pourrait les affronter. Et, plus que ça allait là, au mois de février, là, on se disait il y a des bonnes chances que ce soit eux, là, sans manquer de respect là, envers Collège Charlemagne ou Collège Estable-Blondin là, qui risquaient fortement de les affronter. On savait que la commande pour eux allait être grande comme que la commande est grande pour nous. Donc, on voyait que les chances d'affronter Magog étaient élevées. Puis on s'est préparé en fonction de ça, c'est sûr. Mais on a l'avantage que 2-3 semaines à l'avance, pratiquement, on savait notre adversaire qu'on allait avoir en deuxième ronde. Fait que
on a pu bien faire notre plan de match là, en fonction de ça. T'en as parlé un peu tantôt, Mike, que c'est ta première année avec les Albatros. On en avait parlé d'ailleurs il y a quelques semaines quand je t'avais parlé. Parle-moi un peu peut-être de... Est-ce qu'il y a un élément de nervosité présentement pour toi parce que tu n'as jamais dirigé nécessairement une série dans la Ligue Média 3. Tu en as dirigé un paquet dans ta carrière avant ou comme adjoint, mais maintenant comme entraîneur-chef dans la Ligue Média 3, ça va être ta première fois. Est-ce qu'il y a un peu de nervosité quand même? Non, pas réellement. C'est sûr qu'il y a un petit stress comme toutes les équipes. Là. On s'en va en série, fait que c'est le fun d'avoir ce petit stress-là. Il faut le voir d'un bon côté. Je te dirais que j'ai eu la chance là, d'avoir des bonnes équipes là, dans les années antérieures, donc de vivre plusieurs finales, plusieurs matchs à enjeu élevé avec le challenge aussi cette année, sans enlever cette pression-là. Je te mentirais, je te dirais qu'on aborde ce match-là comme un match de saison régulière. C'est un match de série, c'est le plus beau moment de l'année. Les émotions vont être élevées, il faut être en contrôle de nos émotions, mais ça va être une belle série, puis on n'est pas vraiment stressé par rapport à ce qui s'en vient, parce qu'on sait qu'on a fait les bonnes choses pour arriver près. Là. En terminant, Mike, une dernière question que j'aurais pour toi. Qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon toi? Si vous avez à l'emporter et à gagner cette série-là, qu'est-ce qui va avoir été l'élément selon toi principal pour que vous ayez du succès et que ça puisse marcher contre les cantonniers? Je te dirais que c'est notre chimie, même quand les moments sont durs, à quel point que les gars sont capables de rester unis. Ben, je te dirais au final, là, c'est le caractère, pas juste individuel qu'on a, mais le caractère d'équipe qu'on a, de peu importe les situations difficiles, on est capable de se relever. Magog n'ont pas eu grand moment difficile, si on veut, au courant de l'année. Donc, quand ça va arriver, l'adversité, quand elle va arriver de leur côté, comment ils vont réagir, on ne le sait pas. Mais je me répète, c'est deux équipes là, avec des identités là, vraiment semblables, des identités de série. Ça va donner une série épique. Moi, je crois. On a vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va arriver au courant de la prochaine semaine et demie. Mike, ça va être une série très intéressante. T'en as bien parlé, puis la table est mise pour cette série-là. J'ai envie de te souhaiter bonne chance pour cette première ronde que tu vas diriger dans la Ligue Média 3 contre une équipe que tu connais beaucoup. Ça va être une belle histoire à suivre dans la prochaine semaine. Bonne chance. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jocelyn. Salut, Mike. Alors voilà, c'était Mike McClure, entraîneur-chef des Albatros du Collège Notre-Dame, qui dirigera au cours des prochaines heures sa première série, lui, en titre d'entraîneur-chef dans la Ligue Média 3A. Il affrontera les Cantonniers de Magog, champions de la saison régulière et double champion en titre des séries éliminatoires. Ça va être une grosse commande, mais comme on vient de l'entendre depuis une dizaine de minutes, il semble très prêt à diriger son équipe pour ce gros défi qui aura lieu dans la prochaine semaine. Je vous en avais parlé en début d'émission également d'une autre entrevue que j'avais réalisée il y a quelques semaines. Lorsque je suis allé au Challenge Média 3 à Saguenay au mois de décembre, j'ai rencontré Guillaume Latendresse, qu'on a connu dans les dernières années comme ancien joueur dans la Ligue nationale, notamment avec le Canadien, maintenant analyste à la télévision et à la radio. On l'a également vu comme entraîneur-chef des riverains du Collège Charlemagne, mais maintenant Guillaume s'est lancé dans un nouveau défi, dans un nouveau challenge qu'il s'est donné, celui d'être à la présidence et à la direction des riverains du Collège Charlemagne. Je lui en ai parlé un peu de ce nouveau défi parce que Guillaume reste encore tout jeune, à peine une trentaine d'années, et déjà il a touché à un paquet de sphères dans le monde du hockey. Alors ça lui fait un beau bagage qu'il commence à emmagasiner, oui, Guillaume. Et je lui ai parlé un peu de tout ce qu'il a vécu. Évidemment, les riverains viennent d'être éliminés au cours des derniers jours par les Chevaliers plutôt par les Cantonniers de Magog, qu'ils ont été éliminés. Donc cette première saison à la direction des riverains qui est terminée pour les riverains. Je vous présente cette entrevue que j'ai réalisée il y a quelques semaines avec lui. Guillaume Latendresse, directeur général maintenant des riverains du Collège Charlemagne. Ça va bien, Guillaume? Bien, ça va très, très bien. Il y a 2 ans, tu avais rencontré comme entraîneur-chef des riverains. Maintenant, la carrière continue d'évoluer. Parle-moi un peu de ce nouveau rôle que tu as maintenant de directeur général avec les riverains. C'est complètement différent. Honnêtement, un peu moins dans l'émotion, un peu moins dans l'intensité jour après jour. Mais je voulais trouver une façon de rester dans le hockey, de redonner aux jeunes, puis de mettre du temps là-dedans. Puis je pense que j'ai réussi à m'entourer de bonnes personnes, en Steve Larouche, Michel Perriard dans le coaching staff, qui font du bon travail, qui me permettent de m'impliquer comme j'ai envie de le faire. Mais tout en étant un peu outside, puis en donnant juste mon opinion, qui font ce qu'ils veulent avec après. Mais non, j'ai bien du fun, puis je m'occupe aussi un peu de la structure à Charlemagne avec les jeunes au niveau des dynamiques,
Puis oui, à Midget Espoir, donc je donne un coup de main là-dedans aussi. Fait que c'est vraiment l'encadrement un peu de la structure, c'est bien le fun. Est-ce que c'est ton désir un peu de vouloir te retirer du banc comme tel puis de l'action vraiment sur la glace? Bien, c'est sûr que comme gars intense et passionné qu'on est tous quand on fait du hockey, je me retrouvais toujours dans des situations où je voulais aller junior comme entraîneur. Je me disais, tandis que là, je suis dans un rôle où je suis bien, j'aime ça. Ça me permet de voir plus mes enfants, de donner plus de temps à ma famille. Fait que ça, c'était important pour moi, ce volet-là. Puis si un jour une opportunité junior s'offrira à moi, mais comme DG, c'est peut-être moins demandant que comme entraîneur-chef. Fait que pour les 3-5 prochaines années, le temps que mes enfants vieillissent un petit peu, le rôle que j'ai présentement me plaît beaucoup. Là. Je ne sais pas si tu le réalises, le parcours que tu as qui est assez spécial. Tu es dans la début trentaine, tu as joué dans la Ligue nationale de hockey, tu es entraîneur Midget 3A, maintenant tu es directeur général. Il n'y en a pas beaucoup à 30 ans qui ont fait tout ce parcours-là. Est-ce que tu le réalises toi-même, le chemin que tu as pris qui est un peu spécial? Ouais, c'est un beau bagage. Hier, j'étais assis le premier banc dans l'autobus. J'étais comme, c'est quand même cool. J'ai 32 ans. Puis, mais honnêtement, j'ai la chance d'être entouré de bonnes personnes qui font en sorte que ça me permet d'évoluer puis de garder ma personnalité qui est plaisante, qui est le fun, qui est souriante. Je veux pas perdre ce côté-là. Puis c'est ce que j'essaye un peu d'emmener dans notre structure, qu'au-delà de la victoire, on prône beaucoup le développement, on veut donner l'opportunité à tout le monde. Puis jusqu'à présent, quand tu as une mentalité comme ça, tu peux pas regarder toujours les résultats et ces choses-là. Mais ouais, au niveau de l'opportunité puis ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à maintenant, ouais, je me plais à dire que je n'ai vécu beaucoup. Je vais peut-être prendre ma retraite à 35, d'avoir une partie de même. Je veux parler également aussi avec toi des riverains du Collège Charlemagne en général. C'est une relation d'amour que tu as avec eux depuis une quinzaine d'années. Tu as été joueur pour eux, tu as été entraîneur, maintenant directeur général. Parle-moi un peu de ce lien-là que tu as avec le Collège Charlemagne. C'est la région d'où tu viens, premièrement, il faut le dire, puis tu habites encore dans cette région-là, mais vraiment, tu as voulu rester avec les riverains. Oui, je suis natif de Ville-Sainte-Catherine, où est le Sportium, l'Arena. J'ai joué 14-15 ans pour les riverains. J'ai été en chef 4 ans là-bas. Là, je suis DG, mais... Puis j'ai eu des offres dans le Midget 3, dans d'autres organisations, quand j'ai pris mon année sabbatique. Où je me sortirais un peu du hockey, je voulais reprendre un peu. J'ai eu l'opportunité de faire de la radio, ça m'a donné un autre bagage au niveau médiatique. Ça paraît pas, mais j'entame, je pense, ma 6 ou 7e année déjà à RDS. À 32 ans. Après avoir joué dans la LNH. Exact. Fait que non, honnêtement, pour moi, le Collège Charlemagne, les riverains, c'est mon équipe, c'est mon organisation. Puis au-delà de ça, c'est mon amour pour les jeunes, honnêtement. J'adore l'équipe, j'adore ce qu'on offre, j'adore le programme qu'on a, mais j'adore aussi travailler avec les jeunes. J'adore leur donner mon bagage, ce que j'ai appris. Ce que des gens passionnés m'ont transmis, mais j'aime ça dire que je suis capable de le retransmettre aujourd'hui. Puis tu sais, c'est le fun. C'est une belle ligue, là, honnêtement. On est plein de chums. Tantôt, je suis allé voir mon Éric Bélanger avec Lévis. On a Châteauguay. On a des chums un peu partout dans les gars. On prenait une bière, on était avec Guillaume Bizarion à Amos. On discutait, on échangeait. Exact. On discutait, on échangeait. On est des amis de longue date. C'est le fun de se revoir, c'est le fun de se côtoyer. Puis cette ligue-là permet ça. C'est une ligue qui est très compétitive, mais en même temps très respectueuse. Puis tout le monde a le même but au final, c'est de le faire pour les jeunes. Puis je pense que quand tu gardes cette mentalité-là, bien, je pense pas que tu te trompes comme dirigeant puis comme ligue. En terminant, je vais te demander, une des premières actions que tu as faites comme DG, ça a été d'honorer Martin Russell. Ouais. Ton entraîneur que tu as eu quand tu étais à 14-15 ans, Martin Russell, qui est l'entraîneur avec le plus de victoires dans l'histoire de la Ligue de hockey Midget 3A. Tu l'as honoré avec les riverains. Parle-moi peut-être un peu de ce qui t'a laissé comme bagage, Martin Russell, dans la carrière que tu as eue ensuite. Vous y avez rendu hommage au début du mois d'octobre, je crois. Oui, mais Martin, ça a été pour moi... j'ai toujours été passionné de hockey, mais ça a été le déclic pour me dire, ben tabarouette, j'ai peut-être le talent pour monter plus haut. Je pense 2 jours avant le camp d'entraînement du mois d'août, je reçois un appel à la maison. Ouais, on veut Guillaume au camp d'entraînement à 14 ans. Tabarouette, je sortais du pee-wee. OK, on va être là. Finalement, je fais le camp, je joue avec mon frère. Cette année-là, on gagne le championnat de la Ligue. C'est des grosses années des riverains. Tout a déboulé super rapidement. Fait que, Martin, pour moi, c'est la personne qui m'a donné ma première chance, dans le sens qu'il a cru en moi à 14 ans, même si, quand on regarde avec le recul, il n'y a pas... c'est pas un gage de succès d'avoir un joueur de 14 ans au niveau plus tard dans la Ligue nationale, ces choses-là. Ouais. Mais il reste que, au-delà le big picture, puis c'est drôle, c'est moi qui l'ai remplacé après comme entraîneur-chef, après ma carrière dans la Ligue nationale. Mais j'ai toujours respecté Martin pour son intégrité, puis ce qu'il a fait pour les riverains. J'en parlais l'autre fois avec Martin. Au-delà de coacher puis d'être l'homme de passion derrière le banc, il reste que... On en met des heures, là.
Ouais. On en met des heures, puis faire 14 ans, ce job-là, il faut que tu sois passionné, puis il faut que tu aimes ça, puis il faut que la famille accepte que tu le fasses. Parce qu'on a beau dire, c'est correct, c'est une ligue de développement, ces choses-là, mais il reste que quand tu mets le pied en arrière d'un banc ou tu mets le manteau d'une organisation, si tu es fier, puis fait que c'est sûr que pour les familles, ces choses-là, s'ils ne l'acceptent pas, mais ça peut être difficile le mardi soir, même si c'est midget 3, que le coach est en train de penser à ses trios, puis il est en train d'échanger avec le DG sur ce qu'ils peuvent faire de mieux. Puis Martin, je pense qu'il a donné beaucoup de son temps, puis il est encore au niveau du hockey scolaire au Collège Charlemagne. Pour moi, c'était essentiel qu'on... Il fait partie du Temple de la renommée Midget 3. C'était essentiel qu'on réussisse à faire une soirée reconnaissance parce que je veux pas appeler ça un retrait de chandail ou quoi que ce soit, parce que Martin coach encore. Il a encore sa carrière qui roule. C'était plus une soirée reconnaissance, remerciement, des heures qu'il a mis, de l'amour qu'il a donné à nos jeunes dans la région. Fait que pour moi, ça allait de soi là, que Martin soit honoré chez nous. Je pense que ça a été un succès. Merci beaucoup, Guillaume. Bonne chance pour ces nouveaux défis-là. Merci bien. Alors voilà, c'était Guillaume Latendresse, directeur général des Riverains du Collège Charlemagne. Je l'ai présenté comme président avant l'entrevue, mais c'est bien directeur général, toutes mes excuses, qu'il a été Guillaume Latendresse au cours de la dernière année avec les Riverains. Somme toute, une année d'apprentissage, peut-être que pour Guillaume et pour Steve Larouche également, qui s'était amené comme entraîneur-chef, mais on va dans la bonne direction avec ces hommes de hockey-là au Collège Charlemagne et à Sainte-Catherine. Et ce sera à voir donc dans les prochaines années le résultat qu'on pourra avoir avec cette équipe-là. Alors voilà, ça fait le tour de notre 16e épisode de la saison de Mission Midget 3. Je vous rappelle que les deuxièmes rondes, les séries de deuxième ronde vont commencer ce soir, ce mardi 10 mars, pour ceux qui nous écoutent, la journée de la diffusion de l'épisode. Et on va avoir ça dans les prochains jours également, un 3 de 5, ce qui vient que la semaine prochaine, on va pouvoir probablement faire le bilan complet de cette deuxième ronde et se diriger tranquillement vers les demi-finales déjà qui vont s'amorcer ensuite dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Alors voilà, merci beaucoup à Roxane, à la technique. Merci à nos invités Guillaume Latendresse et Mike McClure. Et merci également à Luc Dansereau, producteur au contenu également avec moi à l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine. Allez voir des matchs Midget 3 au cours de la prochaine semaine. Il y a des bons duels qu'on va avoir dans les prochains jours et on va pouvoir s'en reparler la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.